Si l'amour est un jeu, en voici les règles. De Sherry Carter Scott, aux éditions J'ai lu Bien-être. Règle numéro 6. Négocier se révélera nécessaire. Par moments, votre couple traversera des impasses. Si vous les appréhendez avec lucidité et respect, vous trouverez des issues dont les deux partenaires sortiront gagnants. Vivre à deux, c'est savoir négocier. Autrement dit, chercher une issue qui corresponde aux besoins de chaque partenaire. Créer ce que j'appelle une solution où tout le monde gagne. C'est indispensable dès qu'un différend apparaît entre les deux partenaires, ce qui se produira forcément un jour ou l'autre, et que la communication ne suffit pas à le débrouiller. Bien que le terme négociation soit plutôt réservé aux transactions commerciales ou financières, vous découvrirez que le même principe s'applique à vos relations de couple. Si le professionnel recourt à la négociation, c'est bien qu'il s'agit du moyen le plus efficace de parvenir à une solution équitable. Indispensable, chaque fois que deux personnes désirent aboutir à un accord, elle vous permettra de manœuvrer la tête froide à travers les pièges et choses-trappes de la dissension. Tous les couples auront à consacrer du temps et bien des efforts à leur seule survie. Passé l'exaltation des premiers moments où l'on se découvre amoureux, il s'agit ensuite de durer, jour après jour, et c'est souvent là le plus difficile. Dans la règle 5, nous avons vu que pour maintenir une relation, il était absolument essentiel d'entretenir une communication permanente. L'étape suivante étant la négociation, le meilleur moyen de pallier les contrastes de deux partenaires afin de retrouver chaque fois une cohésion viable et se sortir d'éventuelles impasses. Lorsque deux êtres s'assemblent, ils ont à prendre des décisions dans le but de se construire une vie commune. Ce n'est pas toujours facile. Aussi, dès qu'interviennent des divergences dans les priorités, les valeurs, les styles ou les préférences, seule la négociation permet de parvenir à une solution. Faire face aux divergences. Deux personnes qui s'assemblent ne se ressemblent pas forcément tout. Pour fonctionner, une relation suppose un minimum de compatibilité et d'intérêts communs. Néanmoins, on peut affirmer sans risquer de beaucoup se tromper qu'un couple rencontrera à coup sûr des désaccords qu'il lui faudra surmonter. En fait, il existe tellement de divergences possibles à tous les points de vue qu'on peut même s'étonner qu'il y ait encore des gens pour se marier. Pour commencer, vous et votre partenaire pouvez avoir des styles de vie dissemblables. Par exemple, Rick aime le rythme trépidant du centre-ville, tandis que Jeannette est attirée par la banlieue. Thomas préfère les hôtels 5 étoiles et Gillian, le camping. Dylan apprécie le luxe et le raffinement, Vanessa n'est à l'aise que dans la simplicité et l'authenticité. Michel se régale dans les restaurants chics, alors que Dana se contente de la pizzeria du coin. Quant à vos loisirs, ils peuvent être complètement à l'opposé. Sonia apprécie les films d'auteur, Marv n'aime que les comédies. Bort ne songe qu'à travailler, Edna adore faire du tourisme. Hélène se consacre au sport nautique, bien que Marshall soit sujet au mal de mer. Patrick assiste à des matchs de basket, alors que le sport ennuie Marcy à mourir. Bonnie n'aime rien tant qu'à arpenter les marchés aux puces, mais Scott déteste faire des courses. Vous pouvez également avoir des besoins différents de ceux de votre partenaire. Maura tient à se retrouver seule autant que possible, mais Frank veut la rejoindre chaque fois qu'il le peut. Nathalie recharge ses batteries en voyageant, mais Chris se ressource à la maison avec quelques bons bouquins. Vos goûts personnels ne seront pas non plus forcément en diapason. Mel aime les plats simples de son enfance, tandis que Dottie ne jure que par la cuisine exotique. Martin apprécie l'architecture moderne, Betsy préfère les maisons à l'ancienne. Tracy aime Beethoven et Bud n'écoute que du rock.
Votre rythme n'est pas toujours le sien. Sam marche vite et d'un pas résolu. Lisa serait plutôt du genre à flâner. Jordan est du matin alors que Jerry veille une bonne partie de la nuit. Wendy a toujours un agenda plein de rendez-vous et d'invitations. Elliot se sent débordé s'il a plus d'un dîner par semaine. Enfin, vos convictions peuvent aussi être le prétexte à des frictions. Amy est du genre économe lorsque Abby passe son temps à offrir des verres à ses copains. Howie vote à droite, Viviane à gauche. Comment vous comportez avec quelqu'un dont les dispositions s'écartent autant des vôtres? Tout simplement en les acceptant telles quelles, sans chercher à faire de votre partenaire un clone de vous-même. Trop de gens défendent encore la théorie du diamant brut. Or, on ne taille pas son partenaire selon sa volonté pour en tirer le plus scintillant des bijoux. La tentation reste grande de changer les autres. Néanmoins, il est illusoire de penser qu'on pourra transformer un être et le modeler selon ses vœux. Chacun est le fruit de ses goûts, de ses quêtes, de ses aspirations. Acceptons cela sans réserve. Devant une décision à prendre, mon mari et moi réagissons de deux manières opposées. Intuitive de nature, je n'ai nul besoin de centaines d'informations pour parvenir à une conclusion, tandis que Michael, plus analytique, traque les renseignements avant de faire de son choix. Vous imaginez à quel genre d'expérience nous conduit le simple fait d'aller faire des courses ensemble. Un après-midi, nous devions lui acheter un blazer, croisé, bleu marine. Il en avait à peine essayé 3 que j'étais prête à conclure l'emplette. Je songeais déjà à l'étape suivante alors que Michael désirait enfiler tous les modèles de sa taille à 10 km à la ronde. Chacun de notre côté, nous aurions pu nous insurger sur la méthode de l'autre, mais nous n'avons rien fait. Voici comment nous avons résolu la situation. Je me suis dit que Michael était Michael, qu'il avait besoin de ce genre de démarche pour fonctionner à sa façon, que je ferais preuve d'une bonne dose d'irrévérence et de puérilité si j'entendais le forcer à changer d'attitude. Je n'assistais donc pas et le laissais opérer toutes les recherches qu'il pouvait juger utiles. Après tout, j'avais accepté de l'accompagner, je pouvais donc le laisser mener cette acquisition à sa guise et me dire que c'était une façon comme une autre de passer un moment ensemble. Ainsi, je le regardais essayer plus de blazers bleu marine que je n'en avais vu de toute ma vie. Il s'amusait bien et à mon tour, je m'amusais de le voir si content. Finalement, il n'acheta rien du tout, ce qui était impensable en ce qui me concernait, et nous passâmes un excellent après-midi. Quelle que soit l'origine ou la nature de vos désaccords, votre partenaire et vous devrez tenir compte des souhaits et des besoins de l'autre si vous désirez vivre harmonieusement, malgré d'inévitables variantes individuelles. Sortir des impasses. Toute impasse vous empêche de progresser. Si votre partenaire et vous mettez trop en avant vos objectifs et vos désirs alors qu'ils se posent manifestement, il vous faudra soit continuer tête baissée par besoin d'avoir toujours raison, soit trouver un moyen terme acceptable par les deux parties. Selon votre choix, vous vous retrouverez embarqué dans un processus de négociation ou dans la bagarre. Discuter n'est pas disputer. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, il arrive que les couples se disputent. Tous les conjoints, à un moment ou à un autre, finissent par en découdre parce qu'ils ne sont pas du même avis, parce qu'ils n'ont pas les mêmes désirs ou les mêmes besoins. Cependant, dans un vrai couple, on arrive à des compromis avant que le désaccord ne tourne à la controverse. Si la discussion ressemble parfois à une querelle, il en diffère largement de par les intentions. Quand on discute, c'est qu'on n'est pas du même avis. Quand on se dispute, on s'accroche à ses idées avec la ferme intention de vaincre l'autre. Lorsqu'une conversation vire à la dispute, les partenaires campent sur leur position avec l'énergie de combattants décidés à mettre l'adversaire à terre. Toute discussion repose sur un minimum de franchise. Lorsque vous vous disputez avec votre partenaire, l'un de vous, au moins, estime détenir la vérité. Si cette vérité revêt plus d'importance à vos yeux que la recherche d'une solution satisfaisante, vous vous braquerez jusqu'à ce que l'un des deux abandonne ou brise la résistance de l'autre et gagne le combat.
Cette dernière victoire est en général le fait de celui qui crie le plus fort, frappe le plus dur, ou le plus sournoisement, ou sape la résistance de l'autre avec le plus de persévérance. Dominer, gagner et perdre, ce sont là des termes qui conviennent davantage à un champ de bataille qu'à une relation amoureuse. Pourtant, ils interviennent trop souvent dans un couple en conflit. Pour peu que l'un d'entre vous gagne une bataille, c'est une guerre que vous risquez de perdre à deux. Chaque litige entame un peu plus le tissu de votre relation. Chacune des paroles vindicatives échangées dans le feu de la colère écorne la confiance qui vous lie. Elles peuvent ouvrir des blessures plus profondes qu'un coup de poignard. Si vous en arrivez à redouter la confrontation, vos désirs et besoins risquent tout bonnement de s'étouffer pour ne ressurgir plus tard que sous la forme de ressentiment. Lors d'une énième dispute à propos des finances du ménage, André assèna à Roberta: « On ne peut pas te faire confiance, tu dépenses sans compter. J'ai envie de te supprimer tes cartes de crédit, ton chéquier, tu es incapable de gérer un budget. » Ces paroles ont fait tellement mal à Roberta qu'il s'est senti rabaissé, considéré comme une petite fille inconsciente. André avait peut-être l'impression de ne proférer que des vérités, mais son agressivité a blessé à jamais Roberta. On ne peut pas chanter toujours d'une même voix, on peut aussi se quereller, parfois, tant qu'il s'agit de trouver une solution plutôt que de se heurter. Ce peut alors être une saine façon d'évacuer les émotions inhérentes à un désaccord. En revanche, il est inacceptable de blesser celui que vous aimez pour le seul plaisir d'avoir raison. Méfiez-vous de ce que vous dites dans le feu de la passion. Concentrez-vous plutôt sur le but que vous visez et souvenez-vous que vous ne résoudrez rien en assassinant votre partenaire à coups d'imprécations plus ou moins bien senties. Je gagne, tu perds. Dans les duels classiques, tout se termine avec un gagnant et un perdant. L'un des adversaires obtient ce qu'il veut aux dépens de l'autre. Une personne, le gagnant, l'emporte sur l'autre, le perdant. Le gagnant s'en tire à son avantage, laissant derrière lui un perdant humilié, abattu, plein de rancœur et d'animosité. Si la victoire donne satisfaction à l'un des adversaires, il n'est pas sans prix. Il existe une étape précise au cours de laquelle toute chance de négocier risque de virer à la joute gagnant contre perdant, lorsque la discorde entre les partenaires prend de telles proportions que l'on campe sur ses positions risque de braquer l'adversaire. De son point de vue, chacun ne songe plus alors qu'à monter un dossier contre l'autre en accumulant faits et preuves susceptibles de le discréditer. Dès lors, il ne s'agit plus que de compter les points, ce qui ne constitue pas exactement le scénario idéal pour former un couple authentique. Par exemple, Brian et Didi ont des opinions très arrêtées. Aussi têtus l'un que l'autre, ils ne cèdent pas d'un pouce. Didi voudrait passer les fêtes de Noël dans sa famille. Brian préférerait une escapade amoureuse en tête-à-tête. Chaque année, la même question revient sur le tapis, selon un canevas parfaitement rodé. Didi soulève le sujet la première et émet le souhait de passer les vacances chez ses parents. À quoi Brian réplique invariablement: « J'aimerais bien que cette année on aille quelque part de notre côté. Pourquoi pas dans une île ?» Aussitôt, Didi se sent agressé. Pas question de se laisser influencer. Il lui faut donc opposer des arguments irréfutables. Il commence par le culpabiliser. « Tu sais que mes parents se font vieux et qu'il nous reste peut-être pas beaucoup de Noël à passer ensemble. »« Tu plaisantes ? Avec leur santé, ils vont tous nous enterrer. » Didi attaque alors d'un autre angle. « On s'amuse trop quand toute la famille est réunie, on mange bien et les enfants sont si contents. » Naturellement, Brian n'est toujours pas d'accord. « Avec ces gamins qui s'empiffrent et nous braillent dans les oreilles, on ne peut plus placer un mot sans hurler nous-mêmes. » Sentant qu'il perd du terrain, Didi s'efforce de le raisonner. C'est la seule fois de l'année où on peut prendre le temps de bavarder, de faire de la vraie cuisine, de se retrouver. C'est important. Brian comprend qu'il risque de gagner la partie et change de tactique. Imagine-nous, pour une fois, loin de ce brouillard, à siroter un cocktail sur une plage tranquille. On pourrait faire de la plongée, de la voile, s'offrir des balades au clair de lune. Ça ne te tenterait pas davantage? Vexé, Didi ne joue plus. « Espèce d'égoïste, tu te fiches pas mal de ma famille !»
Brian se croit accusé à tort et se rebiffe. Et toi, tu te fiches de notre couple? Tu accordes plus d'importance à tes frères et sœurs qu'à moi. Tu n'as rien compris. C'est le point de non-retour. Brian et Didi sont maintenant braqués, l'un contre l'autre. Ils ne songent plus qu'à gagner la partie, à tout prix. Tout est bon, insultes, accusations, manigances, pourvu que l'adversaire mette le genou à terre. Bien entendu, les sentiments ne sortiront pas intacts de l'histoire. Le problème est double. D'abord, aucun des deux partenaires ne risque de se rendre aux thèses de l'autre. Ensuite, ils s'enfoncent chacun de plus en plus profondément dans leur position au risque de ne jamais rejoindre le terrain de la négociation. Ils ne songent plus qu'à l'attaque, à la défense et à la revanche, escalade qui risque de les mener tout droit à la guerre, pure et simple. Tout à son objectif de gagner, on ne peut tenir compte des répercussions de cette bagarre sur l'autre. C'est bien joli de gagner une bataille, mais qui peut s'en vanter si c'est pour voir cesser tout rapport entre les belligérants? À un moment donné, Brian finira par céder et accompagnera à contre-cœur Didi chez les siens, ou bien celle-ci acceptera de passer Noël dans une île, mais n'y prendra aucun plaisir. Ni l'un ni l'autre n'ont songé à proposer une solution propre à satisfaire son conjoint. Brian et Didi n'ont jamais appris à négocier. Aussi, dès que ce sujet sensible revient sur le tapis, chacun regagne son contentement et le défend avec véhémence. Ils savent lancer des hostilités, lutter âprement, parfois remporter une amère victoire, mais certainement pas collaborer. Négocier une solution où tout le monde gagne. Une solution où tout le monde gagne apporte à chaque partie l'impression d'avoir obtenu ce qu'elle voulait sans rien céder. Plutôt que de recourir à l'alternative, l'un ou l'autre, on se voit attribuer les deux. De prime abord, cette option peut sembler pour bien des gens beaucoup plus contraignante qu'elle ne l'est vraiment. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de satisfaire les besoins de l'un aux dépens de l'autre. Ce n'est pas parce que leurs points de vue sont opposés qu'ils sont impossibles à satisfaire. Si une personne aime le jazz et l'autre le rap, ce n'est pas pour autant qu'un seul des deux partenaires pourra écouter la musique qui lui plaît. Il suffit de trouver un moyen pour que les deux puissent assouvir leurs préférences. Certes, avoir toujours raison est bien agréable et l'on préfère gagner plutôt que de se rallier aux vues du partenaire. Pour beaucoup, transiger revient à céder devant l'adversaire. Mais cela n'est valable que si vous baissez les armes pour accepter une solution qui vous satisfait moins que celle que vous proposiez. En revanche, dans le processus de la solution où tout le monde gagne, il n'est pas question de céder et chaque partie obtient ce qu'elle désirait. Avant toute chose, d'abord, il s'agit de respecter mutuellement les besoins et les souhaits de l'autre. Ceux de votre partenaire ne sont pas moins essentiels que les vôtres. Si vous commencez par rabaisser les siens, vous vous braquez avant même d'avoir donné à la discussion la moindre chance d'aboutir. Sally aime les séries télévisées et elle enregistre les épisodes diffusés dans la journée pour pouvoir les regarder le soir. Son conjoint Dominique considère de son côté la télévision comme une pure perte de temps et estime que Sally pourrait occuper ses loisirs de multiples manières, infiniment plus enrichissantes. Il ne cesse de lui dire d'éteindre le poste, de railler cette distraction ridicules. Le jour où Sally a voulu trouver une solution qui le satisfasse en lui offrant la tranquillité qu'il désirait, tout en lui permettant à elle de continuer à regarder ses feuilletons préférés, il lui a ri au nez en refusant de poursuivre la conversation. C'était l'impasse. À l'évidence, vous devrez arriver à la table des négociations prêt à entendre ce que votre partenaire a à dire. Si vous êtes trop orienté sur vos propres souhaits, vous risquez de ne pouvoir entendre les siens, coincé dans vos convictions, incapable d'envisager un autre point de vue. Pour sortir de ce cul-de-sac, il vous faut avant tout posséder un authentique désir de trouver une issue. Ce désir vous ouvrira les yeux sur un nouveau modèle où il sera davantage question de faire comme nous voulons, plutôt que comme tu veux ou comme je veux. Le processus de négociation.
En procédant par étapes, vous obtiendrez sans mal une solution acceptable de part et d'autre. Tout d'abord, votre partenaire et vous devez faire part de vos souhaits. Il suffit parfois de jouer carte sur table pour s'apercevoir qu'on était d'accord. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors passer à l'étape suivante. Il s'agit d'évaluer le dénouement auquel vous souhaiteriez tous deux parvenir. L'important est de déceler une réponse susceptible d'exaucer un vœu commun à tous les deux. En général, cela suppose de fouiller au-delà du souhait lui-même, de sonder l'objectif sous-jacent. Par exemple, pour Brian et Didi, il s'agirait non pas de se rendre dans la famille de celle-ci ni dans une île, mais de définir une volonté commune correspondant à passer les vacances ensemble de façon à recharger agréablement les batteries. Ni l'un ni l'autre n'y trouveraient à redire, et cette approche constituerait un bon tremplin. La troisième étape consiste à établir qui veut quoi et pourquoi, puis à définir comment transformer votre souhait commun en réalité. La première question à poser est alors celle-ci. Que pouvons-nous faire pour que tu obtiennes ce que tu souhaites et que j'obtienne ce que je souhaite? À mesure que les réponses se présenteront, vous vous rapprocherez de la solution. Si Brian avait verbalisé clairement son souhait de passer quelque temps en tête-à-tête avec Didi, tout en se reposant au soleil, il aurait alors compris quelle importance accorder à cette histoire de vacances sur une île. De même, si Didi avait expliqué quelle expérience émotionnelle et spirituelle est tirée de ces Noëls en famille, Brian aurait mesuré l'étendue de son désarroi. Sans doute aurait-il pu alors trouver un arrangement qui leur permette par exemple de passer la nuit de Noël dans la famille de Didi, puis de partir le 26 décembre pour les Bahamas. Les étapes efficaces. Claudia et Marc avaient décidé d'acheter une nouvelle voiture. Lui désirait un véhicule de sport, tandis qu'elle cherchait une berline, bien confortable. Marc n'avait pas peur de l'équipement simple et rude d'un 4x4. Quant à Claudia, s'il avait pu mettre 4 roues à son canapé, elle n'aurait pas choisi de parcourir autrement les autoroutes. Ils n'étaient incontestablement pas sur la même longueur d'onde. Claudia se dit alors « Il n'a qu'à s'acheter sa voiture, moi j'en prendrai une autre et l'affaire sera réglée. » À quoi Marc répondit « Mais on n'a pas les moyens de s'offrir deux voitures. » Puisqu'elle n'avait pas apporté la solution, il allait leur falloir négocier. Pour Marc et Claudia, pas question de défendre un point de vue bec et ongle. Ils avaient déjà donné avec l'autre partenaire, ils savaient que le jeu n'en valait pas la chandelle. Bien que chacun estimât son choix préférable, ils tenaient surtout à faire cet achat sans que l'autre soit déçu. Aussi se mirent-ils à la recherche d'un véhicule qui remplisse les conditions de chacun. Il leur fallait d'abord définir les points sur lesquels ils étaient d'accord, puis établir les critères auxquels chacun tenait le plus. Ils commencèrent par convenir d'un élément positif. Ils désiraient tous deux changer de voiture. Ensuite, ils s'accordèrent sur le choix d'une occasion. En outre, ils excluaient un véhicule de plus de 5 ans, un 3 portes, un changement de vitesse manuel, une camionnette ou une décapotable, une couleur noire, rouge, blanche ou jaune. Une fois qu'ils eurent déterminé leur point de convergence, ils ajoutèrent en quoi chacun tenait à son idée de départ. Marc aimait les grosses voitures de sport parce qu'elles étaient agréables à conduire. Claudia répéta que le confort primait parce qu'elle pouvait se reposer pendant les longs trajets. Ayant ainsi exposé leurs différents critères, il leur devenait plus facile de constater quel était le plus important aux yeux de chacun. Très vite, ils purent établir une liste des équipements susceptibles de satisfaire les deux partenaires, ce qui allait leur permettre d'éliminer d'office les modèles ne correspondant pas à ces définitions. Ils poursuivirent leurs recherches et, en fin de compte, s'entendirent sur une voiture qui leur plut à tous deux. Un véhicule robuste mais souple, agréable à conduire, aux équipements luxueux. Chacun avait trouvé satisfaction. Aucun n'eut l'impression d'avoir perdu. Le secret de cette négociation réussie réside dans le fait qu'ils ont tous deux assoupli leur position au lieu de se braquer. Bien qu'aucun n'ait obtenu exactement le véhicule auquel ils pensaient au début, ils sont contents du résultat. Ils ont trouvé une solution qui répond aux points essentiels pour chacun.
Cette réussite est due avant tout au fait que les deux partenaires ont songé à leurs vrais besoins plutôt qu'à remporter une victoire aux dépens de l'autre. Point de friction. Certains domaines de votre vie commune peuvent être la cause de frictions répétées. Ces points névralgiques sont provoqués par des conflits qui s'attisent dès qu'ils font surface. Par exemple, votre partenaire et vous avez peut-être des projets différents pour la façon de passer vos soirées ou les week-ends à venir. Si vous ne négociez pas une solution où tout le monde gagne, il y a des chances pour que vous vous disputiez à l'occasion de tous les prochains ponts. Mallory n'aime guère fréquenter les amis de son mari Chuck, tous issus de son cabinet d'avocat. En fait, s'il apprécie les hommes, il ne peut s'empêcher de critiquer leurs épouses et n'est pas à son aise au milieu de ces femmes qu'il accueille à contre-cœur dans le petit groupe qu'elle forme depuis des années. Cependant, en tant que compagne de Chuck, il se sent obligé de les fréquenter. Chaque fois qu'il lui annonce une nouvelle sortie, il se crispe et une dispute éclate. Chuck explique alors que non seulement il s'agit pour lui de sortir avec ses collègues, que c'est important pour son travail, mais qu'il les considère comme des amis sincères. Quant à Mallory, elle estime qu'il n'a pas à exiger qu'elle s'associe à leur dîner, pique-nique ou autre cocktail. Tous deux se braquent et campent sur leur position. Mallory et Chuck doivent non seulement apprendre à sortir de cette spirale de disputes, mais aussi négocier une solution durable. Pour plus d'efficacité, il vaudrait mieux entreprendre ce genre de tractation à froid. Si vous engagez une pré-négociation qui vous permet d'établir une liste de vos différends, vous parviendrez à un pacte de non-agression qui débrouillera la situation le moment venu. Le seul moyen d'apaiser les points de friction consiste à anticiper leur apparition. Par exemple, Mallory et Chuck pourraient discuter de leur démêlés à un moment où ils n'ont aucune sortie prévue, ce qui les aiderait à rationaliser et minimiser le risque de retomber dans leur éternel modèle émotionnel. Ensuite, il pourrait par exemple décider que Chuck ne demanderait à Mallory de l'accompagner qu'aux événements les plus importants qui requièrent vraiment sa présence. Chaque fois qu'il viendrait avec lui, il ferait son possible pour qu'elle passe de bons moments. En échange, Mallory s'efforcerait d'assister aux réunions qui semblent importantes à Chuck et tâcherait d'y faire bonne figure, sinon de s'y amuser. Cet accord établi, il serait dès lors prêt pour répondre à une nouvelle invitation du groupe. De plus, il pourrait s'y référer si l'un des deux venait à manquer à sa parole. Tous les couples ont des points de friction. Cependant, lorsqu'on en connaît la cause, lorsqu'on entame d'avance des négociations, il est plus aisé de se sortir de ces continuelles impasses. On peut alors consacrer l'énergie ainsi économisée à bâtir et consolider son couple. Quels sont les points de friction de votre couple ? Dressez-en une liste et trouvez le temps d'en discuter avec votre partenaire afin de négocier une solution où tout le monde gagne. Il n'est pas spécialement facile d'apprendre à vivre à deux en toute harmonie. Votre partenaire et vous arrivez chacun avec vos souhaits et vos exigences spécifiques, avec vos points de vue et vos principes, toutes choses qui peuvent prêter à conflit un jour ou l'autre. À ce moment-là, il faudra trouver un moyen de vous en sortir l'un et l'autre, la tête haute, dans la mesure où nous sommes constitués de deux jeux différents qui ont chacun autant besoin d'être entendus, respectés, afin que le voyage à deux se poursuive dans la douceur et la sérénité. C'était règle numéro 6. Négocier se révélera nécessaire. Extrait du livre « Si l'amour est un jeu, en voici les règles » de Sherry Carter Scott. Si l'amour est un jeu, en voici les règles de Sherry Carter Scott aux éditions J'ai lu Bien-être.